Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection de 5 séries télé des années 2000. Et on commence tout de suite avec l'une des plus connues, Malcolm. Alors oui, Malcolm s'appelait à énormément de monde, c'est toujours diffusé à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est une série familiale, qu'est-ce qu'elle est réussie quoi. Et le personnage du père avec cet incroyable acteur, vraiment un espèce d'Homer Simpson live. En plus, plus on avance dans les saisons, plus je le trouve débile ce personnage. Mais qu'est-ce qui fonctionne bien avec sa femme, tout le temps à la limite de la crise cardiaque, tellement elle peut s'énerver. Enfin, j'adore ce duo d'acteurs. Et puis les gamins, vraiment, là pour le coup, on est face à un casting qui est très réussi. Vraiment, Malcolm, c'est une série, je m'en lasse pas. À chaque fois qu'elle est rediffusée, j'hésite pas à me remettre, même si je tombe en plein milieu, un épisode, parce que voilà, c'est drôle, c'est réussi. Quelle que soit la saison, même si justement les gamins vont aussi grandir, évoluer, pas tant que ça, mais vont évoluer aussi, vont développer des capacités, hein. Je pense au plus jeune des trois, qui finalement est doué dans tout ce qu'il fait, alors que c'est lui qui a toujours été le plus brimé dans la famille. On s'attache à cette famille saison après saison. Malcolm, pour moi, c'est une très très grande série des années 2000. Tout simplement parce qu'elle a un objectif, hein, qui est de nous divertir, et là-dessus, elle réussit très très bien. Elle a un rythme qui lui est propre, et c'est difficile ce rythme, parce que si on dépasse un petit peu la limite, ça va très rapidement nous saouler, nous en tant que spectateurs, et si on n'en a pas assez, on va vite s'ennuyer en fait. Et c'est là où je trouve que Malcolm est une série qui a un parfait équilibre, et bien sûr, c'est toujours un plaisir de la revoir. Ensuite, je voulais vous proposer la série Lost. Alors Lost, ça a été un énorme succès, hein, quand c'est sorti. Je pense que maintenant, c'est une série qui a peut-être moins de succès qu'avant. Enfin, à me dire, hein, si c'est une série qui passe le temps. Mais à l'époque, Lost, c'était une série pleine de mystères. Le fait d'être avec ces naufragés sur cette île, et de découvrir en fait au fur et à mesure des saisons des secrets sur cette île, en fait des zones qu'ils n'ont pas explorées, ou des zones qu'ils ont explorées sans voir ce qui était enfoui peut-être sous leurs pieds. Et en fait, à chaque saison, vraiment, on en apprenait un peu plus sur cette île mystérieuse. Et il y avait un développement des personnages aussi, on avait vraiment des têtes qui se dégageaient, auxquelles on s'attachait, mais y compris tous les personnages secondaires. Et en fait, Lost prenait parti à chaque épisode de nous expliquer ce qui était arrivé dans leur vie aux personnages qu'on suit sur l'île. Et en fait, des fois, le fait de n'avoir les clés du passé d'un personnage qu'en fin de saison, on comprenait mieux aussi les agissements de ce même personnage tout au long de la saison. On disait, mais en fait, pourquoi il réagit comme ça, quoi? Et en fait, c'est parce que dans son passé, il y a peut-être eu quelque chose de similaire, ou en tout cas qui va lui faire des rappels, et du coup va chercher des solutions différentes que celles des personnages principaux, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et Lost, en fait, voilà, c'était une série qui était vraiment pleine de mystères, au point que certains mystères en fin de diffusion de cette série n'ont jamais été résolus, ou alors ont eu une résolution annoncée à la va-vite parce qu'il fallait trouver une résolution. C'est une série qui a eu quand même pas mal de problèmes au niveau du scénario, surtout qu'il y a un gros changement, donc je vais pas spoiler ici, qui s'opère vers la saison 4, et je trouvais que la série était moins bonne à la suite de ça, et le cliffhanger final on a laissé quand même pas mal sur le carreau, hein, y compris moi, et pas forcément dans le bon sens du terme. Donc Lost, voilà, c'est une série qui a laissé un arrière-goût amer en fait aux personnes qui l'ont visionné et qui l'ont suivi, parce que c'est une série qui s'est un peu autodétruite. Mais alors les premières saisons, objectivement, ce sont de très très bonnes saisons. Vraiment, le Lost était une super série, c'est juste que comme certaines séries, elle n'a pas réussi à tenir le coup sur la longueur. Mais en tout cas, je vous engage vraiment à essayer Lost si vous ne la connaissez pas du tout. Et peut-être qu'avec le temps, en fait, l'attente qu'on avait sur cette série, l'exigence qu'on avait envers elle, peut-être qu'avec le temps, cette exigence de la part d'un nouveau public ne sera pas à la même hauteur, et du coup permettra de réhabiliter une série qui, je pense, est nettement moins citée qu'avant, alors elle était très valable. En troisième choix, Prison Break, où une personne se fait volontairement incarcérer pour sortir son frère de prison. Sur lui, il a un tatouage
qui en fait est le plan de la prison et lui permet justement de s'organiser pour essayer de sortir son frère de là. Il a une deadline, son frère va être condamné à mort, donc il doit absolument essayer de le sortir. Et en fait, Prison Break, mais alors la saison 1, mais c'était un cadeau. Vraiment, si vous aimez tout ce qui se passe en univers carcéral, Prison Break, il y avait un suspense qui était là. À chaque fin d'épisode, on avait un petit cliffhanger. Là, tu avais complètement envie de voir l'épisode suivant pour voir comment est-ce qu'il allait sortir de telle ou telle galère. Et vraiment une intelligence du coup qui est cachée de ce personnage principal. Et en fait, nous, en tant que spectateurs, on est aussi surpris que les personnages qui l'entourent quand il va sortir telle ou telle solution ou dire non, non, mais ça de toute façon j'y ai pensé il y a 6 mois, t'inquiète pas, on va faire comme ça, comme ça. Et on est mais complètement accro en fait à ce personnage et au plan qu'il a mis en place. On est vraiment à la même hauteur que son entourage et je pense que c'est ça qui fonctionne dans Prison Break, c'est qu'on n'a pas une longueur d'avance. Et c'est pour ça qu'on devient très très vite accro. Et bien sûr, les personnages qui sont dans Prison Break, bon bah forcément, hein, c'est pas des gentils vu qu'ils sont en prison. Et en fait, ils ont tous une tare, ils ont tous fait quelque chose de mal, et pourtant on arrive à s'attacher à eux. On a envie limite qu'ils arrivent à s'échapper de prison tellement le plan a l'air compliqué, et bah, la manière dont nous sont dépeints, comme dans tout film carcéral, les personnes qui s'occupent justement de la prison, bah, bien sûr, sont des tortionnaires, c'est des magouilleurs, etc. Donc pas tous, mais on va en suivre un en particulier qui est totalement dans cet esprit-là. Et Prison Break, donc c'est une série qui va avoir énormément de succès, qui va être suivie d'une saison 2 différente, puisque là, attention spoiler, ils arrivent à sortir de prison, ils vont être poursuivis, et là on était plus sur une espèce de longue course-poursuite sur les routes américaines. Dans la saison 2, je l'ai trouvée beaucoup moins qualitative. On repartait en saison 3 dans une nouvelle prison, donc si je me souviens bien, au Mexique, où là, il n'y a carrément pas de maton, c'est autogéré par les prisonniers, c'est un vrai bordel. Et cette saison 3 était vraiment pas mal, hein. Je trouvais que ça rehaussait le rythme qu'on avait perdu avec cette saison 2. Et une saison 4 que j'ai trouvé vraiment, pour le coup, de trop. Une saison qui bouclait du coup les arcs narratifs, parce qu'il y en avait quand même pas mal qui avaient été ouverts au fur et à mesure des 3 saisons, mais je trouvais que c'était une série qui était beaucoup moins qualitative, qui se rapprochait plus de l'ambiance de la saison 2, hein, même si on était un peu moins en road trip, mais c'était quand même dans cet esprit-là, on n'était plus dans un univers carcéral, et en même temps, quand on regardait la saison 3, bah, on disait qu'on avait peut-être un peu fait le tour de la question, puisque là, il doit à nouveau s'échapper de cette prison, donc qui, elle, n'a aucune règle, hein, donc c'était encore plus difficile de s'organiser, surtout que là, il n'a pas pu s'organiser à l'avance. C'était un peu le challenge de cette saison 3, et malheureusement c'était aussi une saison qui tirait un petit peu en longueur. Vraiment le must c'est cette saison 1, et limite vous pouvez arrêter à la fin de la saison 1, même s'il y a des arcs narratifs qui sont laissés en plan, la saison 1 de Prison Break se tient très bien toute seule. En quatrième choix, Master of Horror. Donc Master of Horror, c'était une série qui était lancée avec tous les grands noms du cinéma horrifique. C'est-à-dire que chaque épisode était réalisé par un grand réalisateur du genre, donc que ce soit Tom Holland, John Carpenter, Dario Argento, Tobe Hooper, Joe Dante aussi a participé. Il y a un nombre de réalisateurs voilà, assez impressionnant, hein. Vous avez aussi des réalisateurs asiatiques qui ont participé à la fête. Vous avez des réalisateurs un peu moins connus, ou en tout cas qui étaient en plein essor à ce moment-là, qui vont aussi participer à la série. Alors c'est une série donc qui n'a duré que 2 saisons, par faute de succès. Je crois qu'elle a été continuée sous une autre forme, s'appelait Fear Itself, à vérifier hein, si c'est bien ce titre-là. Mais Master of Horror, il y avait des très très bonnes choses dedans, il y avait des épisodes qui étaient meilleurs que d'autres, clairement, et même moi, ma petite déception, c'était que même des réalisateurs voilà, que j'adore, comme John Carpenter, au final, leurs épisodes au sein de, voilà, de la saison, c'était pas forcément les meilleurs. Et en plus, le format comme ça, TV, je reconnaissais pas la manière de filmer de ces réalisateurs. Par contre, je me souviens très bien de l'accueil de la presse, hein, qui était très très bon, surtout chez Mad Movies. Hein, je me souviens très bien des articles, les nombreux qu'ils ont consacrés aux 2 saisons de Master of Horror, entre interviews descriptives des épisodes et autres. Mais c'est vrai que c'est une série, je pense, qui qualitativement était trop inégale.
pour vraiment durer. Surtout que les personnes impliquées n'étaient pas forcément disponibles non plus, et pour des fans comme moi d'une certaine manière de filmer, du coup on va pas retrouver ça dans les épisodes en eux-mêmes. On va pas vraiment reconnaître nos réalisateurs, à part sur les intentions ou les sujets traités. Mais visuellement, on est face à un tout autre style de produit. Après, les réalisateurs, eux, en interview, voilà, savouraient cette expérience, cette liberté qu'ils avaient, que ce soit au niveau de la violence, des sous-textes clairement annoncés, ou du gore, ou du sexe. Enfin voilà, il y avait vraiment une liberté qu'ils avaient, et c'est pour ça qu'ils ont tous signé pour participer à cette anthologie d'horreur, donc qui était Master of Horror. Et en dernier choix, moi je voulais vous proposer Desperate Housewives, donc je pense une des séries les plus sympas des années 2000, une série très attachante, hein, parce que ce quatuor de femmes qui fonctionne extrêmement bien, enfin un casting d'exception, hein, là aussi, hein, quand on voit les actrices qui ont été choisies, c'est vrai que quand on regarde Desperate Housewives, on a du mal à s'imaginer quelqu'un d'autre maintenant dans ces rôles-là. Limite un reboot serait totalement inutile, hein, parce que Desperate Housewives est une série qui vieillit très très bien, hein. Elle a déjà une vingtaine d'années et en fait, voilà, je trouve que ça se tient toujours. Alors là, vraiment, on est dans du soap, mais pas que, il y a aussi beaucoup de sujets qui sont traités dans Desperate Housewives. Forcément, j'aime bien ce côté un peu banlieue américaine, avec les rues proprettes et tout, et en fait, ce qui se passe derrière les murs des maisons, bah, des fois, il n'y a rien de propre. C'est une série qui va générer beaucoup de surprises au fil des saisons, qui va avoir des cliffhangers, qui va avoir aussi des épisodes beaucoup plus budgétés pour nous offrir du spectacle. Il y a beaucoup de drames, de couples qui se font, se défont. Il y a toujours aussi des fins de saison vraiment qui t'accrochent, où tu dis «Oh, faut que je continue la saison suivante». C'est vraiment une série, je pense, qui passera le temps. Tout simplement parce qu'elle a été bien faite, bien gérée. Elle a un petit peu tiré en longueur, mais en tout cas la conclusion était à la hauteur du reste. Des fois, terminer une série, c'est pas acquis en fait que la fin soit à la hauteur des attentes. Les attentes, il y en a tellement et des diverses et variées qu'en fait ça va être difficile de satisfaire tout le monde. Il y a des séries qui ont quand même réussi à proposer du très très lourd sur leur dernier épisode. Et en tout cas pour moi, cette série-là a complètement réussi son pari, nous proposer une fin à la hauteur de toutes ces saisons et de tous ces épisodes avec ces cliffhangers et ces drames qu'on a pu suivre. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur les séries des années 2000, donc une petite sélection. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, et puis je ferai une autre vidéo sur cette décennie-là. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle sélection.